Bonjour à tous, nous sommes en direct sur la page Instagram pour ce fameux face-à-face tant attendu avec Robin Aziza, le nouveau sélectionneur de l'équipe de France dames. Évidemment, il va y avoir pas mal de questions, on va rester une demi-heure ensemble, un peu plus, avec des questions que vous pourrez poser ensuite à la fin, mais enfin n'hésitez pas à commenter. On va se connecter avec Robin dans quelques instants, on fait passer un petit clip et puis on revient vers vous dans quelques instants. À tout de suite. Eh bien, normalement, nous avons Robin. Robin, est-ce que tu nous entends? Alors moi, je vous entends très bien. Ah, eh bien, écoute, a priori, tout va bien. N'hésitez pas, chers internautes, à nous dire si vous nous entendez bien. Ah, on a perdu Robin il y a quelques instants. Allez, bonjour Serge. Eh bien, écoutez, on revient. On a perdu Robin il y a quelques instants, mais normalement, on va revenir en direct avec Robin. Est-ce que Robin, tu nous entends? Francky? Oui, on t'entend. On t'entend. Allez, ok, super, alors je vous entends. Eh bien, superbe. Robin, eh bien, bonjour d'abord. Merci d'avoir accepté cette invitation dans ce troisième face-à-face. On posera toutes les questions, même les plus gênantes. Et Dieu sait qu'il y a des questions, mais rien ne te gêne, on le sait. Tu es prêt à répondre évidemment à toutes ces questions. Robin, eh bien, on va débuter d'abord par ton passé, parce que finalement, parmi tous les internautes, certains te connaissent, on va dire les anciens ou même les joueurs du circuit, mais beaucoup de femmes, beaucoup de gens finalement se disent, mais Robin Ziza, le nouveau sélectionneur de l'équipe de France dames, d'où il vient, comment s'est-il lancé dans le paddle? Alors, lancer dans le paddle, écoute, c'est effectivement une longue histoire. Bon, j'étais comme la plupart joueurs de tennis sur la Côte d'Azur et j'ai découvert le paddle à travers un ami intime que les anciens joueurs de paddle connaissent très bien aussi, pour ne pas le nommer, Nalé Grinda, qui vit aujourd'hui à Miami et qui joue toujours au paddle d'ailleurs. Et Nalé m'a un peu pris par la main un jour en me disant viens essayer un nouveau sport. Il avait un terrain chez lui. Il fait partie de ces privilégiés qui ont un terrain chez eux. Et j'ai découvert ce sport en même temps que Jérémy Scatena à l'époque, avec un autre joueur de paddle également, Laurent Bensadoun. Et puis on est devenus tous copains, on s'y est pris au jeu, chaque jour un petit peu plus. Arrêtant le tennis aussi de mon côté, j'ai joué encore un peu plus au paddle, avec Jérémy beaucoup, jusqu'à aller découvrir ce que c'était en Espagne, au début en faisant des petits week-ends par-ci par-là, et puis j'en ai décidé de faire ma vie ensuite, les résultats venant. Tu parlais de Nali Grinda. Tiens, d'ailleurs, on voit Nice Match 06, allez Nala, Nalé et allez Papa Grinda. Bon, on reviendra, il y aura une chronique d'ailleurs sur ce point, on en parlera peut-être un peu plus tout à l'heure. Nalé, on y a parlé un petit peu. Très bon joueur, joueur gaucher. Et pourquoi pas dans la Team France, un de ces quatre? Hein? Alors, moi, je ne sais pas si tu es au courant, mais je ne suis pas sélectionneur de l'équipe de France Oui, masculine. je parle à l'ancien, je parle à l'ancien joueur Non, qui était membre. Nalé était un joueur exceptionnel, d'abord par son envergure, il faisait 1,90 m ou 95, il fait toujours d'ailleurs, il a été très très bon joueur de tennis, moins 15 ou moins 30 si ma mémoire est bonne. Il nous a tout appris pour le coup, il a été d'une patience folle avec Jérémy et moi à l'époque. C'est un excellent joueur de paddle, il était incontestable à l'époque. Maintenant, vivant à l'étranger aux États-Unis, c'est compliqué de pouvoir répondre aux critères de sélection qui sont en particulier le fait de jouer beaucoup de tournois en France ou quelques tournois en France pour être sélectionnable. Et alors, c'est vrai que j'aurais peut-être dû commencer par là. Évidemment, on vit une crise sanitaire assez énorme. Qui mieux que toi peut évidemment témoigner. Tu es à Barcelone. Barcelone, une ville qui a été durement touchée par le coronavirus. Voilà, comment ça se passe à Barcelone? Qu'est-ce que tu fais, toi, en tant que joueur?
voilà, pour rester actif et éventuellement être prêt pour l'après coronavirus? Bon, avant toute chose, je crois que on vit tous une période difficile. C'est important de le souligner. J'en profite pour envoyer mon soutien et beaucoup d'énergie à tous ceux qui sont confinés chez eux en France, en Espagne et un petit peu partout dans le monde, malheureusement. L'après-coronavirus, d'un point de vue joueur de paddle, c'est important, mais c'est pas le plus important. Le plus important reste la santé, les proches, la famille, les amis. Ensuite, pour ce qui est du bien-être, effectivement, j'ai la chance de partager un appartement avec une athlète de haut niveau qui, elle, ne lésine pas sur les entraînements physiques dans l'appartement. Donc voilà, on essaye tant bien que mal de pouvoir s'entraîner un petit peu dans le salon, un petit peu dans les parkings ou les garages, même si en Espagne le confinement est bien plus sévère et plus strict que ce qui est fait aujourd'hui en France. Mais voilà, sinon on mange bien, on est sain, on fait du sport comme on peut et on lit, on regarde des séries. Mais encore une fois, le plus important, je crois que c'est que tout le monde soit en bonne santé et le reste suivra son cours évidemment. Oui, effectivement. Alors Robin, voilà, pour rester un petit peu sur la partie confinement, mais revenir également sur ton passé. Alors, je dirais ton passé très récent. Je pense forcément au Real Padel Club. Je pense aussi aux années où tu étais joueur avec Jérémy Scatena, tu étais partenaire avec Jérémy et où tu enchaînais les victoires en tant que champion de France. Parce que ce qu'on ne sait pas forcément, c'est que tu as été plusieurs fois champion de France de paddle et on peut le dire, hein, puisque je l'ai vécu aussi, hein, j'ai vécu vos sacres répétitifs dans les différentes épreuves de paddle en France. Ça paraît loin et en même temps, c'est pas si loin. Bon, je crois que le dernier sac de champion de France, c'est 2015 ou 2016. Si je dis pas de bêtises, on a été double champion de France sous l'ère FFT, on va appeler ça. Ouais. Et puis avant, le paddle existait, évidemment. Alors il y avait un circuit qui était beaucoup moins développé, mais il y avait quand même quelques tournois, beaucoup dans la beaucoup aussi sur la Côte d'Azur, beaucoup moins dans le nord évidemment de la France. Mais enfin, il y avait un master, un championnat de France qui était organisé tous les ans. On est très loin de ce qui se fait aujourd'hui. On se bagarrait à l'époque avec Cédric Carité, Alexis Salle, Jérôme Ferrandez, Laurent Boulade, Jérémy Ritz. Bon, voilà, il y avait déjà des joueurs qui sont encore présents aujourd'hui. Alors à cette époque, on était les meilleurs. Bon, ce qui est bien, c'est que 10 ans après, on est quand même pas très loin d'être encore les meilleurs. Pour Jérémy, c'est le mieux classé de tous. Et bon, moi, je crois que je fais encore partie des joueurs, on va dire des 5-6 meilleurs joueurs français encore aujourd'hui. Donc bon, on a passé une petite époque. On a été un petit peu précurseur et aujourd'hui, il y a un autre paddle, un autre circuit et beaucoup plus de joueurs qui jouent et tant mieux. Écoute, tu me tends la perche, hein, mais j'ai envie de passer vers l'actualité. Est-ce qu'il faut devenir ou être ou avoir été un ancien bon joueur, très bon joueur de paddle en France avec une grosse expérience pour être sélectionneur? Je pense à Alexis, on peut en parler aussi de Patrick Fouquet, ton prédécesseur. Est-ce qu'il faut avoir été dans le paddle pour être à la tête des équipes de France? C'est une question qui avait été d'ailleurs posée par l'un des internautes. Je crois que ça fait partie quand même des conditions importantes, connaître le paddle et avoir un vécu dans le paddle quand on essaie de transmettre des conseils sur un banc, quand on essaye de créer une équipe, donc quand on essaye d'améliorer aussi nos joueurs et nos joueuses qu'on a à disposition. Ça c'est pendant la compétition, mais c'est aussi toute l'année. Il y a un travail de fond qui est réalisé, qui va être fait. Effectivement, je crois que de maîtriser un petit peu le paddle, ça me semble essentiel. En revanche, un petit peu comme au foot, avoir été joueur professionnel de foot ne garantit pas d'être un très bon coach ou d'être un très bon capitaine ou sélectionneur. Et à l'inverse, ne pas avoir été un très grand joueur de foot ou de paddle n'est pas non plus une problématique pour être un excellent pédagogue, coach ou capitaine. Donc oui, avoir joué au paddle, oui, connaître le sport. Ensuite, avoir été numéro 1 français ou 20 ou 50. Quelque part, je crois que tout est possible. En tout cas, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que la Fédération française de tennis compte sur ses passionnés de paddle. J'en fais partie, Alexis en fait partie. Les nouveaux sélectionneurs et capitaines des groupes jeunes sont des passionnés du paddle depuis des années et des années. Si on parle de Laurent Humbert, de Géraldine Sorel ou Sandy Godard, que je connais depuis 10 ou 15 ans. Et puis, sans oublier notre ami Eric, qui lui aussi est un véritable passionné de sport en général, de tennis et de paddle. Donc, le paddle aujourd'hui appartient aux passionnés. Je crois que c'est un très beau message.
D'accord. Alors, pour rester un peu sur cette partie, on va aller un peu sur la partie, alors pas polémique, mais enfin, en tout cas, ce sont des questions, hein, d'ailleurs, qu'on t'a posées, qui indirectement ou directement, c'est évidemment, bien, certes, tu es le nouveau sélectionneur de l'équipe dames, mais en même temps, il a fallu qu'il y ait un déçu, et ces dessus, bah, c'est Patrick Fouquet. Bah, il l'a pas caché d'ailleurs, hein, il espérait pouvoir rester à la tête de l'équipe de France parce que c'est un passionné, parce que il a fait du bon boulot. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire ça. Et puis bon, et puis bah finalement, on ne le voit, en tout cas, il ne restera pas capitaine de l'équipe dames. Voilà, comment ça s'est passé avec lui? Vous vous êtes expliqué peut-être? Il y a eu un échange avant et aujourd'hui même? Alors, bon, d'abord, je crois que le bilan de Patrick, il parle pour lui-même. Au-delà des résultats en équipe de France, c'est un homme de terrain, c'est un homme qui a développé le paddle avant la FFT et ensuite avec la FFT. C'est un passionné. Il m'a aussi fait découvrir le paddle avec Nalé à l'époque. Son bilan est excellent. On peut pas lui reprocher. Après, oui, on a communiqué. Alors, on expliquera peut-être la manière dont ça a évolué, mais enfin, au départ, moi, j'avais pas de raison de m'expliquer avec lui puisque j'étais pas forcément candidat et je ne savais pas qu'il allait être déchu de son poste de sélectionneur. Entre-temps, ma nomination venant, effectivement, on a échangé par texto. Je me suis permis de lui envoyer un message en lui expliquant mon soutien et en lui expliquant qu'il avait un bilan très fort et que je comptais continuer à surfer sur cette vague. Maintenant, il n'est plus sélectionneur. Les raisons ne m'appartiennent pas. Ce sont des raisons propres à la Fédération française de tennis. Ce n'est pas moi qui me suis autonomé. Ce que je sais quand même, c'est qu'il y a sans doute eu un petit besoin de changement. C'était un cycle de 3 ans qui est vrai pour les filles, qui est peut-être un peu moins vrai pour les garçons. Mais 3 ans, quand on coach, c'est long. Est-ce que certains ont émis le souhait d'avoir un petit changement et d'avoir un nouveau déclic, un nouveau discours? Bon voilà, ce qui n'enlèvera en rien à son passage. C'est un passage de témoin. Je le vois comme ça n'enlève rien à son parcours et à ses résultats et à sa qualité. Maintenant, je suis en place et j'ai envie de dire qu'il faut aller au boulot et puis je ferai au mieux pour égaler ou faire mieux que son bilan. Alors, tu parlais des filles, des échanges ou des relations que tu peux avoir aussi avec les filles. Et ça me fait penser forcément à une interview qu'on a faite avec Mélissa Martin et qui a prononcé quelque chose dont on va s'amuser certainement ensemble. Robin Aziza sait parler aux filles. Alors, Euh, qu'est-ce que tu en penses de ça? Bon, Bah, j'ai envie de dire, quand on est capitaine d'une sélection féminine, pas mal. oui. C'est un bon point. C'est un bon point. Oui, je sais parler aux filles. Je crois que avant d'être coach de paddle, j'étais aussi coach de tennis. J'ai eu la chance d'entraîner Alizé Cornet pendant quelques années au tennis. Les gens ne le savent pas. J'ai eu la chance d'intégrer l'ISP Academy et de gérer un groupe de tennis féminin. J'ai aussi entraîné beaucoup de garçons au tennis. Après, il se trouve que l'opportunité d'entraîner les filles s'est présentée à moi cette année. C'est une motivation importante pour moi. C'est un très beau projet. J'ai une forte ambition pour ça. Donc voilà, si mes qualités correspondent à ça, tant mieux. Si je sais parler aux femmes, tant mieux. Je sais aussi sans doute parler aux hommes. Mais bon, aujourd'hui, c'est aux femmes à qui je vais parler, avec qui je vais échanger. Alors, toujours hein, sur ce même point, l'autre question qui s'est posée aussi, et là, celle-ci, elle provient des messieurs. Hein, tu t'entends évidemment très bien avec toute l'équipe de l'équipe de France de messieurs. Et la question qui est revenue, d'ailleurs, là aussi, ça faisait l'objet d'un échange avec Alexis Salle qu'on a eu la semaine dernière, c'est n'est-il pas parti trop tôt de la Team France de paddle messieurs, toi en tant que membre presque historique, même le mot a été prononcé, pilier de l'équipe. Le voir partir, à la fois, c'est très positif du côté des dames, parce que bah voilà, tu apportes quelque chose de nouveau, certainement, un plus, donc il n'y a pas de souci là-dessus, il n'y a pas de débat. En revanche, le débat provient peut-être même du capitaine, Alexis Salle, qui était reconduit et qui dit, bon, je vais pas rentrer dans ce débat-là, mais bon, oui, est-ce que Robin est une perte pour l'équipe de France? La réponse est,
Oui, oui. Et donc, du coup, la question que je te pose, c'est est-ce que tu n'es pas allé trop rapidement ou voilà, est-ce que tu n'es pas devenu trop rapidement capitaine, redevenu capitaine de l'équipe dames? Voilà. Bon, je pense que c'est important de. Merci Oui, pour la question, Francky. Je pense que c'est important de remettre en place la chronologie des événements. Ces 2 dernières années en équipe de France, on a eu des résultats exceptionnels avec les garçons. Les filles aussi ont eu des résultats exceptionnels. Maintenant, ce qui se passe en équipe de France est une chose et la perception que j'en ai en est une autre. La performance collective avec les garçons était géniale. Ma performance individuelle, et là je parle pas de terrain, mais je parle de mon ressenti, de mon bien-être sur le terrain, n'était pas si exceptionnelle que ça. Pour être tout à fait transparent, j'ai pas très bien vécu ces 2 dernières campagnes avec l'équipe de France en tant que joueur. J'ai tout donné sur le terrain, évidemment. J'ai fait du mieux et les résultats ont été là, mais bon, je me suis pas éclaté avec mon partenaire. On avait des problèmes sur le terrain et pour moi c'est important. Donc ça c'est le premier élément, c'est que sur le terrain en équipe de France avec mon partenaire, ça a commencé à devenir très dur. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, j'ai toujours eu l'ambition de coacher, d'être capitaine de l'équipe de France féminine ou masculine. D'ailleurs, on en avait parlé lors du master à Barcelone, lors d'une précédente interview. Et j'ai eu l'opportunité cette année de pouvoir le vivre et de pouvoir accéder à cette ambition. Alors trop tôt ou trop tard, je sais pas. Je préfère partir de l'équipe de France en disant mince, Robin c'était un pilier, plutôt que de me faire jeter de l'équipe de France en disant on n'en peut plus, Robin il est pas assez bon sur le terrain, vite qu'on le remplace. Quelque part, je pars un petit peu sur une bonne note, sur une 2e place au championnat d'Europe après une très belle campagne, sur une 4e place au championnat du monde après une campagne exceptionnelle. J'ai vibré pour l'équipe de France masculine. La vérité, c'est que j'étais pas moi intérieurement très heureux sur le terrain pour plein de raisons, particulièrement celle de la relation à mon partenaire qui était compliquée. Et puis voilà. Et puis franchement, il y a pire que de ouais, repartir sur cette nouvelle aventure. Alors là, franchement, c'est une information. Enfin, ce que tu dis, évidemment, franchement, c'est assez étonnant. Alors bon, moi, tu sais, hein, je vous suis maintenant depuis pas mal d'années, et c'est vrai qu'on a l'impression peut-être que ce que tu ressentais et la réalité, euh, peut-être il y a un décalage. Je te donne un exemple. On a l'impression qu'en écoutant les joueurs, aujourd'hui, les joueurs, Robin Ziza, c'est une perte. On a fait des magnifiques résultats. Même le coach, le capitaine, l'a dit. Bah oui, Robin Ziza, en joueur de droite, joueur du World Padel Tour. En plus de ça, qui avait trouvé chaussure à son pied cette année. Et je me souviens qu'à Barcelone, il y a encore quelques mois, tu avais dit, bah, si je trouve un partenaire avec lequel j'ai de l'ambition, eh bien, je vais continuer dans la Team France et je vais même me battre pour les championnats de France. Et puis tu pars du mondial, etc. Et finalement, tu as le partenaire. Mais voilà, tu nous dis ça, et tu dis ça. Enfin, il y a beaucoup de respect, beaucoup on va dire, de modestie dans ce que tu dis, parce qu'évidemment, on n'est pas à ta place, hein. Mais Non, mais alors, peut-être, ouais. encore une fois, c'est une question de chronologie. Les événements se sont un petit peu superposés. Quand Adrien m'a appelé, j'étais déjà presque un petit peu engagé sur ma candidature, enfin en tout cas sur ce poste de sélectionneur-là. Il était au courant. Il était au courant. Adrien était le premier au courant. C'est-à-dire que quand Adrien m'a appelé, la première chose que je lui ai dit, Adrien, voilà, sache qu'il y a cette possibilité-là. Je voudrais pas que pour toi ce soit un frein. Je voudrais pas que le fait d'être sélectionneur des filles ou potentiellement sélectionneur des filles te prive de l'équipe de France. Je me suis évidemment assuré auprès des instances fédérales et auprès d'Alexis pour savoir si moi, en tant que joueur avec Adrien et sélectionneur avec les filles, est-ce que ça allait pas le pénaliser. Évidemment, on m'a répondu que non. Et donc, Adrien a eu une réponse exceptionnelle en me disant, moi, Robin, ce qui est important pour moi, c'est que tu te sentes bien. Si ce projet-là te botte, franchement, n'hésite pas. À partir du moment où ça ne me coûte pas ma place à moi, n'hésite pas. Ensuite, évidemment que, entre guillemets, j'étais un joueur important pour l'équipe de France et à droite, je fais partie des meilleurs joueurs, mais il y a la perception personnelle, il y a le bonheur. Moi, je suis un petit peu à la recherche de mon bonheur, un peu comme tous, de manière égoïste.
Je pense que c'est important de s'écouter, d'écouter ce qui peut nous épanouir, et puis changer de direction. Ça faisait partie des choses qui me motivaient. Ce qui n'enlève pas au fait que je vais tout donner au championnat de France, je vais tout donner avec Adrien pour performer, puisque j'ai la chance de pouvoir combiner et ce rôle de joueur sur le World Padel Tour et sur le circuit français, et de pouvoir être capitaine avec les filles. Donc ce sera même peut-être un coup du sort, un peu d'ironie que de me voir en finale des championnats de France avec Adrien et pas pouvoir être en équipe de France avec les garçons. C'est quelque chose qui peut potentiellement arriver, j'en ai conscience, mais mes motivations sont doubles. Être très fort sur le terrain avec Adrien, lui donner la meilleure réponse possible et être un super partenaire. Et la deuxième motivation, c'est de m'occuper des filles et de les rendre encore plus fortes et d'atteindre mes objectifs qui sont élevés pour elles. Allez, toujours. Alors, on va changer. Merci, Robin, de toutes ces explications. Je pense qu'il y en a un certain nombre qui pourront savoir un peu l'envers du décor. Donc, bon, même moi, j'apprends. Je t'avoue que on était un petit peu étonné, je pense, un certain nombre. Petit mot pour Alexis. Il est vrai aussi que j'ai prévenu Alexis. Et Alexis, bon, pour ceux qui le connaissent, c'est quelqu'un d'assez réfléchi et spirituel aussi. C'est un super gars. Et il a été honnête avec moi. Il m'a dit, moi, Robin, évidemment que c'est une perte. Pour moi, maintenant, je suis pas non plus incontestable. J'aurais pu avoir une blessure, j'aurais pu être en méforme. Je veux dire, irremplaçable, personne ne l'est, moi encore moins. Mais en tous les cas, il a été dans mon sens en me disant, moi, je veux que tu sois heureux si ce projet-là te permet de t'épanouir encore un petit peu plus et d'une manière différente. N'hésite pas. On trouvera des solutions en équipe de France. Il y a aussi d'autres joueurs qui jouent bien et qui tapent à la porte. Et ça permettra aussi sans doute à certains de pouvoir faire leur place et de performer avec les meilleurs. Question subsidiaire. Il y aurait peut-être une possibilité, une ouverture d'avoir, en tout cas, tu pourrais demander à la FFT de faire évoluer une certaine réglementation. Tu serais d'accord de se dire, bon, je peux être à la fois sélectionneur et pourquoi pas également joueur, si cela s'avère nécessaire pour le bien des équipes de France et de l'équipe de France messieurs? Ah, ça ne vient pas de moi la question, donc je vais prendre un internaute, et c'est vrai que j'ai trouvé intéressante. Honnêtement, c'est ma combinaison rêvée. Si je pouvais jouer avec l'équipe de France masculine et être entraîneur des filles, franchement, je serais le plus heureux des hommes. Malheureusement, on connaît tous comment ça se passe lors d'un championnat d'Europe ou championnat du monde. Francky, tu nous suis. Ouais. Tu sais à quel point parfois ça se joue sur 2 sites ou 3 sites différents. Ouais. À quel point il y a le tournoi Open et le tournoi Nation. C'est compliqué d'être sur un banc de touche avec les filles et puis de rentrer sur le terrain avec les garçons ou l'inverse. Si les 2 dates étaient différentes, s'il y avait un championnat du monde masculin et un championnat du monde féminin à 2 dates, sans doute que ce serait possible et ça aurait été même une excellente chose pour moi. Mais aujourd'hui, en l'état actuel, l'organisation de la compétition ne permet pas d'être un entraîneur-joueur entre guillemets. Honnêtement, c'est compliqué. Alexis l'a vécu capitaine et joueur. Il l'a vécu pendant notre campagne 2015 en championnat d'Europe. Il l'a raconté l'autre fois. Ouais. À plus d'une fois, il a été lessivé avant de rentrer sur le terrain. Aujourd'hui, on aspire à faire des grandes performances en équipe de France. Je crois qu'il faut rentrer sur le terrain à fond et coacher 2 heures, 3 heures ou 5 heures des matchs de filles avant. Franchement, c'est pas envisageable. Et puis également, peut-être sans émettre de critiques ou émettre de jugement, peut-être qu'en 2015, on avait aussi beaucoup moins de joueurs chez les messieurs, il y avait peut-être moins de choix, alors qu'aujourd'hui, ça pousse énormément. Et que tu l'as dit toi-même, aujourd'hui, je suis pas irremplaçable. Il y a un énorme vivier derrière. Et pourquoi Robin Zizard, en gros, pourrait faire les 2 à la fois? Non, honnêtement, ça fait pas de sens. Profitons que les mecs qui sont joueurs de droite aujourd'hui profitent de cette aubaine-là. Il y a un petit vieux de 37 ans qui est parti, qu'ils en profitent et qu'ils essayent de prendre leur place et de s'éclater avec les copains de l'équipe de France. Allez, on va maintenant se concentrer sur les filles. C'est ton nouveau poste. C'est pas la première fois que tu es le capitaine de l'équipe de France dames. Je m'en souviens, là aussi, c'était à la Playa. C'était une grosse expérience. Ça fait pencher la balance en ta faveur, justement avec cette expérience de la Playa. Voilà. Et puis c'est un plus peut-être aussi par rapport aux filles que tu vas coacher. Alors,
Je sais pas ce qui a penché en ma faveur dans la décision de la fédération. Bon, je crois que ma candidature, en tout cas mon profil, est quand même pas dégueulasse pour un sélectionneur de paddle. Ça fait très longtemps maintenant que je suis dans le paddle. J'ai aussi donc coaché les filles. À un moment donné, j'ai entraîné Laura quand elle a décidé de se lancer à fond avant qu'elle déménage à Madrid. Je me suis occupé aussi un petit peu d'Alix d'une manière ou d'une autre. Donc bon, oui, il y a quand même une relation qui existe. Après l'expérience à la playa, à l'époque, pour le coup, j'étais capitaine des filles et joueur garçon. Donc là, j'étais le plus heureux des hommes. Aujourd'hui, c'est plus possible. La compétition est plus dure. Le volume de joueurs est plus importante. C'est pas envisageable. Bon, mon profil a séduit la Fédé et Thierry Pham en particulier. Il est vrai aussi que mon nom a été soufflé par je crois la grande majorité des filles lorsqu'il a été question que Patrick ne soit pas reconduit. La Fédé a je crois fait un petit audit auprès des filles pour savoir quel serait selon elles le candidat pas idoine, idéal, mais en tout cas leur candidat préférentiel pour tenir ce rôle. Bon, je crois que mon nom a été coché à de nombreuses reprises. Donc voilà, c'est surtout ça qui donne envie de bosser avec elles, c'est de se dire que elles m'ont entre guillemets choisi. Maintenant, il faut leur renvoyer cette confiance-là et travailler ensemble pour des grands résultats. Cette année, une année très particulière, une équipe de France dames là aussi qui s'est élargie avec quelques joueuses évidemment qui sont devenues des incontournables. Qu'est-ce qu'on peut ambitionner pour l'équipe de France raisonnablement pour le prochain mondial qui aura lieu donc au Qatar en novembre prochain? Alors, je m'attendais à cette question et si tu ne m'en veux pas, Francky, et si les auditeurs ne m'en veulent pas, j'aimerais fixer mon objectif avant de le dire sur Paddle Magazine. J'aimerais le dire droit dans les yeux à toutes les filles que je vais convoquer. Malheureusement, j'aurais aimé le faire à Lille pour le rassemblement qui n'aura pas lieu et on sait pourquoi. Mais sache que j'ai des objectifs très élevés, que Patrick nous a mis sur la bonne voie. On a une équipe féminine très performante et encore plus cette année, je crois. On a beaucoup de filles qui jouent le World Paddle Tour. On a aussi, et j'ai vu pendant mes nombreux coups de téléphone à toutes les filles du top 20-25 françaises, j'ai aussi trouvé des filles motivées qui avaient envie de pousser un petit peu les autres et d'arriver et d'intégrer le wagon équipe de France. Donc je crois que c'est des bons signaux. Moi, j'ai envie d'aller le plus haut possible. Alors évidemment, il y a deux nations qui sont aujourd'hui imbattables, l'Espagne et l'Argentine. Après pour moi, on doit être pas très loin de tout ça. D'accord, donc quand même tu nous donnes quelques indications en tant que compétiteur. Je suis obligé, quand je te vois sourire comme ça, je me dis qu'il faut bien que je te donne un peu quelque chose. Alors justement, peut-être que tu veux nous en dire un peu plus sur deux thèmes. D'abord, le premier, on a vu Patrick Fouquet intervenir même sur le choix des paires, sur même des paires, je pense par exemple à Marianne Vandel et Charlotte Soubrier, d'abord pour l'association et puis surtout sur le placement, puisqu'on se souvient, à l'époque, Marianne Vandel jouait à gauche, elle a été replacée à droite et pareil donc pour Charlotte qui était à droite et qui a été placée à gauche. Est-ce que aujourd'hui, tu as quelques idées déjà par rapport à certaines associations où tu te dis j'ai envie de soit casser des paires ou encore de faire quelques modifications dans mes futurs choix? Alors, d'abord, sache que je suis déjà très investi dans ma mission. On a créé un groupe WhatsApp avec les filles. On est 20-25 sur ce groupe en échange. Je leur ai envoyé aussi des fiches personnelles à remplir pour les connaître un petit peu plus. J'ai échangé avec la totalité des filles, au moins 25 à 30 minutes chacune. Avec Alix, c'est un peu plus parce qu'elle vit avec moi, donc c'est tous les jours que j'échange avec elle. Mais l'idée, c'était d'apprendre un petit peu à les connaître et d'avancer avec elle. Moi, je suis là pour être un conseil. J'ai de l'expérience dans le paddle, je connais le paddle féminin. Si certaines prennent leur téléphone en me demandant conseil, je le ferai. Conseil technique, tactique, aussi de choix de partenaires. En revanche, à partir du moment où les filles ont cette année choisi en France leur partenaire et leur projet, je me vois mal appeler un tel ou un tel en leur disant je pense que tu as fait le mauvais choix, tu devrais jouer avec l'une ou avec l'autre. Non. Ensuite, je suis pas du tout contre le fait de ne pas sélectionner une paire, mais de sélectionner des joueuses.
Ça, j'ai aucun problème pour ça. Si j'estime qu'une joueuse à droite est plus forte que l'autre et qu'une joueuse à gauche ferait bien la paire, j'ai aucun problème avec ça. Encore une fois, il y a le côté terrain et puis il y a aussi le côté groupe qui pour moi a une importance importante, une importance énorme, pardon. J'ai écouté Alexis l'autre fois qui disait que dans un groupe j'étais un élément important et que j'avais ma bonne humeur et un bon esprit. Pour moi, c'est des conditions sine qua non pour faire partie de l'équipe de France. C'est d'être une personne de groupe avant d'être une joueuse. Alors évidemment, c'est pas la plus drôle que je vais sélectionner, mais en tous les cas, il y a une espèce d'alchimie à trouver. Il y a les qualités de la joueuse de paddle et il y a aussi les qualités intrinsèques et les qualités personnelles d'une joueuse qui pour moi sont importantes en équipe de France. D'accord. Bon, j'ai mis un petit sourire par rapport à tes protos, parce que tu fais toujours sourire, évidemment, avec. Mais non, mais parce que j'ai vu tonton, j'ai vu que tu étais, pour préciser, tonton d'Alix. Il fallait le préciser lorsque tu disais, lorsque tu disais que tu étais avec Alix. Voilà. Alors bon, c'était juste la petite phrase. Non, enfin, vous êtes ensemble, vous habitez ensemble. Non, on est colocataires. Vous êtes colocataires. Le tonton d'Alix, il fallait préciser. Bon, c'est la petite phrase qui me faisait sourire. Tu n'es pas son tonton, même si peut-être sur le plan amical, Alors, tu l'es presque tout autant. Si tonton, non, je ne suis pas son tonton. En revanche, Alix m'appelle tonton Robin. Voilà. Mais je peux même vous dire que à la maison, Oui. c'est tonton, il est où le sel, quoi. Donc Oui, d'accord. voilà, je sais pas, elle a pris cette habitude. Je suis le tonton et ça me va bien. D'ailleurs, question à te poser, puisque tu es son capitaine, est-ce qu'il y a un peu plus de respect entre vous, surtout elle venant, voilà, elle par rapport à toi en tant que sélectionneur, j'imagine qu'elle doit faire plus gaffe à ce qu'elle dit, ou pas du tout, va faire la cuisine, etc. Non, elle fait juste un petit peu plus de pompe parce qu'elle fait un peu de zèle, tu vois. Elle veut genre passer D'accord. bien devant le sélectionneur. Non, franchement, honnêtement, si D'accord. c'est important, je crois, de parler de la relation que j'ai avec Alix. Il faut savoir que la Fédé à l'époque de la nomination m'a imposé le fait de ne plus être. Ah, on a perdu. Aïe, aïe, dommage. On a perdu Robin Aziza, mais on va revenir sur cette question people, hein, qu'on apprécie. On va revenir avec lui dans quelques instants. Notre Robin, si tu nous écoutes, si tu nous écoutes, reviens. Est-ce que tu peux revenir, s'il te plaît, parce que là, les questions people, on aime ça. On Ok. aime ça sur Paddle Magazine. Et oui, voilà, Robin est revenu avec nous. On t'entend, Robin. Euh, alors, on était sur une question people, les relations qu'il y avait entre Alix et toi. Et puis, donc, effectivement, tu nous expliquais que Alix te maltraitait, ou tu l'as maltraité surtout, depuis que tu étais devenu son capitaine. Ouais. Vous m'entendez ou pas? Juste, je veux que ce soit sûr. Oui, on t'entend parfaitement, tu peux y aller, On vas-y. me voit peut-être pas, non? Si, maintenant on te revoit, vas-y, Ok. pas de problème. Parce que moi, j'ai une image fixe devant moi. Bon, peu importe. Si vous m'entendez, c'est l'essentiel. Oui, oui, oui. Vas-y, Alors, vas-y, vas-y. pour mettre les choses, c'est important de parler de la relation avec Alix. Il faut savoir que la fédération, lors de ma nomination, m'a posé comme condition de ne plus être l'agent d'Alix pour la problématique de conflit d'intérêts qu'il pourrait avoir. Chose que j'ai acceptée. Je suis plus l'agent d'Alix depuis que je suis sélectionneur de l'équipe féminine. Donc voilà, tout le monde connaît l'affection que j'ai pour elle. Tout le monde sait que j'ai été présent lors de son emménagement à Barcelone, que j'y suis pas pour rien. Si aujourd'hui elle s'entraîne avec Juan Alday et qu'elle suit son parcours sur le World Paddle Tour. On a la chance d'avoir une joueuse professionnelle dans l'équipe de France. Alors de toute façon, je pense que s'il n'y a pas de joueurs et joueuses incontournables, on pourrait quand même imaginer qu'Alix soit pas très loin de l'être. Ça n'empêche que je serai intransigeant avec elle, que j'ai envie que ce soit une leader du groupe, qu'elle montre l'exemple, qu'elle performe sur le terrain et qu'elle fasse partie des relais au sein du groupe sur qui je peux m'appuyer, Alix comme Laura ou Léa par exemple. D'accord. Bon, c'est vrai que c'est une question que j'ai envie de me poser. Est-ce qu'il faut absolument abandonner
ses postes, j'ai envie de te dire, ses postes en tant que représentant d'une marque, en tant qu'agent d'un joueur, tout ça, ça montre que tu as une expérience dans ce domaine-là. Et si tu es aussi à ce poste-là, c'est aussi parce que tu as toute cette expérience-là, non? Donc, Alors, est-ce que tu ne penses pas qu'il faut, surtout que pour le coup, tu l'as dit, Alix est la numéro 1 française et la numéro 1 française à l'international, la question se pose même pas. Et probablement, au vu de vos relations, que tu sois agent officiel ou non officiel, ça ne changera pas grand-chose par rapport au rapport. Ça a été un long débat. Sur le fond, le conflit d'intérêts, je le comprends. Maintenant, les sommes engagées dans le paddle, vous le savez tous, ne nous permettent pas de vivre simplement des prize money ou le fait d'être agent d'Alix. Pour ma part, j'ai pris le parti de gagner ma vie dans le paddle. Et gagner sa vie dans le paddle, c'est faire plein de petites missions, parmi lesquelles il y avait celle d'être agent d'Alix. Bon, c'est aussi, si j'ai accepté ça, cette concession-là, c'est aussi pour prouver aux filles et pour prouver à la fédération que j'étais très motivé à l'idée d'être capitaine de l'équipe de France féminine. Voilà, c'est un message que j'envoie. J'en envoie deux. Un, j'ai décidé d'arrêter de jouer en équipe de France masculine. Et deux, je suis plus l'agent d'Alix. Si les filles doutent de ma motivation, je comprends plus rien. Ah, bon, moi les choses sont claires. Bon, ce qui n'empêchera pas éventuellement, pourquoi pas dans 2-3 ans, puisque il y a un cycle de 3 ans. D'ailleurs, tu as signé avec la FFT pour 1 an ou tu parlais de cycle de 3 ans? Ça veut dire qu'a priori, vous vous êtes engagé avec la FFT sur 3 années? Non, pas du tout. C'est des contrats qui vont d'une année sur l'autre, qui ne sont pas reconductibles par tacite reconduction, comme on dit. Il y a une analyse à la fin de chaque année, Après, le bilan doit être fait. Et évidemment, si le bilan est bon, il faut continuer. Si le bilan est mauvais, il n'y aura pas de problème pour passer la main à quelqu'un d'autre. Et tu parles ici de 3 ans, ça veut dire que pour toi, tu espères, avoir ce cycle-là, et admettons que tu arrives jusqu'à ces 3 ans à la tête de l'équipe dames, tu te dirais, bon, bah voilà, c'est la fin d'un cycle, je vais aller rejouer en équipe de France, messieurs. Le cycle, il est très dépendant de l'énergie qu'il y a autour de l'équipe. Quand j'ai dit que c'était peut-être une fin de cycle, c'est parce que certaines filles étaient peut-être un peu usées du discours, ce qui ne veut pas dire que le discours était mauvais, mais voilà, si on arrive à se renouveler, le cycle peut durer 3 ans, comme il peut durer 5 ou 6 ou 7 ou 1 an, j'ai envie de dire, si le discours passe pas. Mais je pense que de toute façon, rester 10 ans à la tête d'une sélection, c'est rare, et je pense que le changement est bon dans l'absolu. Après, si c'est dans 3 ans, peut-être que je pourrais encore postuler en tant que joueur en équipe de France masculine, ou alors peut-être postuler en tant que capitaine. Encore une fois, on est au début de l'aventure. J'ai pas de vision, j'ai pas d'objectif à long terme. Mon objectif, il est très à court terme, à savoir performer et embarquer un maximum de filles dans le wagon pour que le paddle féminin français devienne de plus en plus performant et que un volume de joueuses plus conséquent s'investisse dans le paddle aujourd'hui. Écoute, nickel, on va clore ce chapitre équipe de France dames. Je vais juste rebondir peut-être sur l'une de vos questions. Je ne sais plus de qui elle vient, mais je vais te la poser. Aujourd'hui, évidemment, tu as quelques joueurs en tête, j'imagine, et puis d'autres où ça reste flou, notamment parce qu'on a eu un début de saison qu'on connaît. En revanche, tu as dit que tu avais dans ton groupe WhatsApp 20-25 joueuses. Ça veut dire que celles qui n'y sont pas, a priori, ne font pas partie du plan du sélectionneur de l'équipe de France dames. Alors, non, il se trouve que lorsqu'on a travaillé avec Thierry Pham et Alexis sur ce rassemblement, c'est moi qui ai un petit peu milité pour que le groupe soit plus élargi. L'année dernière, à Lyon, les filles étaient 12, je crois. Et là, cette année, j'en avais convoqué 20. Malheureusement, toutes n'étaient pas disponibles. Donc, on se retrouvait à 16 joueuses, mais j'en avais convoqué 20. Mon idée et mon ambition, mon projet, il est double. Le premier et le plus important, c'est que l'équipe de France féminine soit performante lors des championnats du monde. Ça, c'est évidemment le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est d'embarquer d'autres filles dans l'aventure. Alors, quand je dis l'aventure, c'est pas forcément être en équipe de France, puisqu'il y a malheureusement que 8 places, mais c'est donner envie, par mon investissement, par mon engagement, à d'autres filles de s'y investir et de se dire, tiens, avec Robin, peut-être qu'il va nous aider et peut-être qu'à horizon 2 ans ou 3 ans, je vais pouvoir taper à la porte de l'équipe de France.
Je veux mettre personne de côté. Aucune fille qui est motivée ne pourrait être mise de côté de ma part. Au contraire, moi j'ai envie de les aider. C'est pour ça que le groupe était relativement large. Et si je peux embarquer là-dedans dans l'aventure une fille, deux filles, trois filles, eh ben ce sera super et ce sera que bénéfique pour le paddle féminin. On a vu, je ne sais pas si tu le vois, quelques images qui est défilé tout à l'heure, et puis on en a notamment une où on te voit. Alors c'était aux Pays-Bas, c'était en 2015, où on voit Laura Clerc et Audrey Casanova, qui étaient avant associées. Et je me souviens que lorsque la liste des joueuses, qui devaient venir à El Paddle Club, je ne me souviens pas avoir vu Audrey Casanova dans cette liste-là. Audrey fait toujours partie des plans. Tu l'as contactée, elle fait partie du groupe WhatsApp. Vous en êtes où? Bien sûr. Alors, Audrey, je l'ai contactée évidemment. J'ai échangé avec elle. Elle m'a fait part de ses ambitions qui étaient pour le moment un petit peu plus mesurées que les autres années. Elle a des projets personnels qui sont différents, le travail aussi. Elle ne pouvait malheureusement pas jouer le P2000 de Lille pour raisons personnelles. Donc, de facto, elle pouvait pas venir au rassemblement. Donc, après avoir échangé avec elle et sur son projet, j'ai décidé de ne pas la convoquer pour ce rassemblement. Audrey fait partie évidemment des très bonnes joueuses françaises qu'on connaît depuis très longtemps sur le circuit français et international et en équipe de France. Moi, elle est la bienvenue, au contraire, si elle est motivée et qu'elle se donne les moyens pour faire partie du voyage, je compterai sur elle dans les futurs rassemblements et elle sera dans un coin de ma tête, évidemment, pour la sélection. Maintenant, encore une fois, moi, ce qui m'importe, c'est la motivation et l'engagement de chacune. Je me suis toujours, moi, beaucoup engagé en équipe de France et dans mon paddle en général. Et pour moi, c'est des valeurs qui sont importantes, celles qui vont démontrer un engagement et une ambition forte dans la mesure du possible, beaucoup travaillent, toutes ne peuvent pas faire le World Paddle Tour, toutes ne peuvent pas s'entraîner 4 heures par jour. Mais en revanche, celles qui m'appellent pour me dire, moi, je m'entraîne que 3 heures, mais 3 heures par jour, 3 heures par semaine, mais je suis très motivé, aide-moi un petit peu. Bah, sans doute que à celle-là, je vais donner de mon temps, c'est évident. Allez, on va clore ce sujet, mais c'est vrai que allez, avant de passer sur la partie FFT, tes avis sur la partie enseignement, on sait que tu es impliqué dans tout cela. Je voulais juste clore ce chapitre concernant la partie sélection. Aujourd'hui, on fait face au confinement, à des reports de tournois. On l'a vu pour le World Padel Tour, justement, où plusieurs épreuves ont été soit annulées, soit reportées. On le saura prochainement. Ça veut dire qu'on va avoir une seconde partie de saison extrêmement riche, avec de très nombreuses épreuves qui vont s'enchaîner tous les mois. Et il y a encore quelques mois, on disait que les Françaises et Français devaient venir participer aux épreuves françaises, voilà, notamment si elles ont des intentions de l'ambition pour aller venir jouer en équipe de France. Sauf que, malheureusement, de nombreuses épreuves vont se télescoper maintenant entre les épreuves françaises, je pense notamment au P2000, et les épreuves reportées du World Padel Tour. À ces choses-là, tu leur dis quoi? Privilégier, à un moment donné, il va falloir faire un choix. Vous privilégiez les étapes du World Padel Tour, qui, évidemment, je parle des Françaises qui jouent sur le circuit professionnel, ou alors, non, il va falloir venir faire et jouer les épreuves françaises. Bon, alors, d'abord, on peut malheureusement pas. Non, c'est bien, pas de problème. Malheureusement, on peut pas spéculer sur un retour à la compétition. C'est difficile de se dire si ça va être 1er juin, 1er juillet, voire beaucoup plus tard. Donc, la visibilité sur la saison, c'est compliqué. Partons du fait que la saison va reprendre, admettons, au 15 juin pour le plus positif. Il y a parmi le groupe de l'équipe de France, il y a des filles qui sont boursières, qui ont reçu une subvention de la part de la fédération pour les aider dans leur projet professionnel sur le circuit professionnel qui est le World Padel Tour. Et il est écrit dans leur convention que la priorité entre le circuit professionnel et le circuit français va au circuit professionnel. On sait qu'elle doit faire un minimum de 3 tournois en France pour être sélectionnable en équipe de France. Dans ces 3 tournois, on peut largement imaginer que les championnats de France, que un P2000 et le master du P2000, ça suffise pour être sélectionnable. Donc ça, c'est
C'est le premier point. Ensuite, dans ma mission, j'ai la chance de pouvoir aller les voir sur le circuit professionnel sur le World Padel Tour. Donc ma mission est divisée en deux. Il y a une mission sur les tournois français, les P2000, le suivi du circuit français, et puis il y a le suivi aussi sur le circuit du World Padel Tour. Donc je vais pouvoir à la fois échanger avec les joueuses qui ne vont que jouer le circuit français puisqu'elles n'ont pas de projet professionnel dans le paddle, et puis je vais aussi pouvoir échanger avec les joueuses sur le circuit professionnel. Le plus important, c'est que la saison reprenne et que surtout le championnat du monde ait lieu. Après, je pense qu'on sera tous assez intelligents pour aménager des dates et puis pour essayer éventuellement d'avoir quelques dérogations pour certaines si elles peuvent pas faire les P2000 parce qu'il y a un World Padel Tour au milieu. Bon, voilà, on avisera. Ce qui est sûr, c'est que les championnats de France, pour moi, c'est important. Et j'ai envie que toutes les filles soient présentes à ce moment-là. Si ce championnat de France peut se jouer, ce serait effectivement pour moi très important qu'elles soient toutes là. D'accord. Bon, excuse-moi, je vais juste préciser peut-être ma question. Au mois de septembre, tu vas voir évidemment les championnats de France. Non, les championnats de France, oui, c'est ça. Championnat de France au mois de septembre. Fin septembre. Et il y aura, je crois, une étape du FFT Paddle Tour en septembre également, et qui devrait avoir lieu. Normalement, en parallèle, il devrait y avoir les qualifs d'une étape du World Padel Tour. Ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir faire un choix. Oui. C'est vrai, c'est la. Ouais, pardon. Je t'ai un petit peu répondu. Les filles qui sont boursières et qui ont une bourse pour faire le circuit professionnel doivent privilégier le circuit professionnel. Donc, je vais même pouvoir aller les voir jouer ces qualifications ou ce tableau final. Celles qui joueront le P2000, ce seront les joueuses françaises qui n'ont pas la bourse pour faire le circuit professionnel. D'accord. Donc, c'est une manière de dire, les filles, si vous faites partie du circuit professionnel et que vous privilégiez le circuit professionnel, vous avez une bourse pour ça, et donc il faut mener à bien cette mission. C'est ça. Oui, après, effectivement, il y a quand même 3 tournois à faire. On essaiera d'arriver à ce que ces filles-là puissent faire au moins 3 tournois sur circuit français parce que, en tant que boursières, elles sont aussi les ambassadrices du paddle en France et il faut qu'on les voit sur le circuit professionnel, sur le circuit français. Maintenant, soyons honnêtes, Laura et Léa sont dans le tableau final du tournoi d'Oviedo qui a lieu le même week-end que le P2000 de Pau. Je dis ça au hasard. Oui, je vais quand même pas demander à Laura et Léa de venir faire le P2000. Aujourd'hui, elles ont un projet qui est professionnel, elles ont des sponsors, elles ont une bourse pour ça. Et il est naturel que le meilleur circuit au monde soit privilégié. Allez, pour conclure définitivement sur la partie dames, j'ai vu que c'était l'une des questions qui avait été posée. Est-ce qu'aussi le fait, sans manquer de respect au circuit dames, le fait que les meilleures joueuses françaises soient réellement un ton au-dessus de la concurrence, contrairement peut-être aux messieurs où là il y a une grosse population, il faut faire attention. On voit bien d'ailleurs lors des matchs qu'il y a des différences de niveau. Est-ce que là aussi, quand tu dis ça, c'est aussi parce que pour l'instant, il y a moins d'intérêt pour ces joueuses-là, pour l'instant, de venir jouer, participer à ces compétitions dames? On va pas se voiler la face. Évidemment que pour Alix, Laura ou Léa aujourd'hui, pour leur progression personnelle, il vaut mieux qu'elles jouent des filles plus fortes que des filles moins fortes contre qui elles vont gagner en 2-7 aisément. Maintenant, il y a ce groupe-là qui se détache. Évidemment, on parle d'une joueuse qui est dans le top 30 mondial, de 2 joueuses, Laura qui a déjà été 40 ou 45 je crois, et qui j'espère va se rapprocher à nouveau de ce classement avec Léa. Et puis après, il y a un autre groupe de joueuses. L'autre groupe de joueuses, on peut les citer. On a Fiona, on a Mélissa qui elles aussi ont des aspirations sur le World Padel Tour. Ces filles-là doivent jouer le World Padel Tour et doivent aussi jouer le circuit français. Je ne donne pas du tout une dérogation à Laura, Léa ou Alix, mais je comprends que leur progression passe par là. Maintenant, c'est aussi aux autres filles de s'entraîner, d'être motivées, de se donner les moyens
pour entre guillemets amener de la concurrence et montrer à ces filles-là que jouer le World Padel Tour c'est bien, mais en France il y a aussi des compétitrices qui ont envie de leur faire un petit peu mal. Voilà, c'est ce qui s'est passé sur le circuit français masculin, même si malgré tout Johan et Bastien qui jouent le World Padel Tour gagnent tous les tournois et relativement aisément, ou Adrien et Benjamin, ou Jérémy et moi à un moment donné. Malgré tout, il est très rare qu'un joueur qui ne joue que sur le circuit français gagne le P2000. Je crois pas que ce soit arrivé. Donc voilà, bon, et il est logique que les joueurs qui s'entraînent régulièrement, qui ont des bourses fédérales, soient meilleurs que ceux qui s'entraînent 4 ou 5 heures par semaine dans un club en France sans sparring partner et pas aux mêmes conditions que les joueurs espagnols entre guillemets. D'accord. Allez, on va passer à autre chose. On va passer à l'enseignement, au circuit FFT Paddle Tour. Voilà, l'idée c'était de savoir ce que tu en pensais, par exemple, de l'évolution de l'enseignement du paddle en France. On sait que la FFT donc est en train de travailler sur un dispositif d'enseignement normalement qui devrait être opérationnel début de l'année prochaine, si on suit les informations de Hubert Piquet, l'élu en charge du paddle, il y a quelques semaines. Voilà, on sait que tu interviens régulièrement sur ce genre de questions. Tu peux nous en dire plus? Comment tu souhaites voir orienter cet enseignement? Alors, d'abord, il y a un énorme travail de fond qui est fait qu'on voit pas toujours. Il y a beaucoup d'actions qui sont mises en place. Alexis en parlait, mais on fait beaucoup de calls, on échange beaucoup sur le sujet avec Thierry, avec Stéphane Berafato. On essaye d'amener nos idées. Pour ce qui est de la formation, il y a un comité qui a été mis en place où des joueurs professionnels interviennent, des éducateurs également interviennent. Alors moi, je suis pas totalement intégré à ce comité. Je donne mon avis, mais je suis pas du tout le décisionnaire. Il y a un travail de fond qui est fait pour amener un enseignement, pour amener un diplôme, pour faire en sorte qu'il y ait une école de paddle française qui puisse se développer. Je le vois d'un très bon œil évidemment. Si on compare le paddle, puisque moi je fais partie des anciens, si on compare le paddle il y a 10 ans ou 12 ans et le paddle d'aujourd'hui, on est obligé de constater qu'il y a une très très bonne évolution, qu'il y a beaucoup plus de terrain, qu'il y a des jeunes qui jouent au paddle, qu'il y a des compétitions de jeunes, qu'il y a des écoles de paddle, qu'il y a des profs aujourd'hui qui gagnent leur vie en donnant des leçons de paddle. Alors tout ça, c'est un long process. Évidemment, point par point, la formation, le circuit FFT Paddle Tour, les assimilations, l'équipe de France. Bon, bah c'est beaucoup de cases qu'il faut organiser, qui méritent des process, mais il y a un vrai travail de fond qui est fait et il y a une vraie volonté en tous les cas d'amélioration. D'accord. Bah écoute, Robin, ce que je te propose maintenant, c'est de passer directement à notre dernier chapitre, dernière catégorie, qui est la partie inside. Ça me fait peur. Ah oui, ça te fait peur, oui. Alors, tout le monde y passe, hein, Robin. Donc, d'abord, à parler de l'alimentation du confinement. Alors, l'alimentation du confinement, c'est une alimentation très saine. Nous avons décidé, il n'y a pas très longtemps, de ne plus manger de pâtes, mais de manger que du riz noir et du quinoa. Non, on est franchement très structuré sur l'alimentation. N'oubliez pas que si moi je ne suis pas un athlète et un sportif de haut niveau, ma colocataire l'est. Donc on est obligé de faire attention. On s'alimente bien, on s'hydrate beaucoup, on boit beaucoup de thé à la menthe et non pas du maté comme les Argentins, mais nous on est au thé à la menthe. Non, voilà, on est bien sur l'alimentation. On s'autorise une petite fondue de fruits au chocolat noir une fois par semaine pour être tout à fait transparent. Donc, pas champagne et chocolat comme on peut lire actuellement, Julia par exemple. Non, il n'y a pas de ça. Hein. Parfois quand même. Chocolat noir, 100% noir. Pas de champagne, pas de chocolat au lait. D'accord. Allez, on va passer au hit du confinement. Hit du confinement. Bah, le titre en anglais parle bien par les temps qui courent. Ça s'appelle A Change Gonna Come. Bon, c'est ma chanson favorite et c'est l'heure du changement. Tu vas me dire s'il s'agit bien de cette version parce que je sais qu'il y en a plusieurs. Est-ce que c'est bien celle-ci? Al Green, magnifique. La performance est exceptionnelle. Je ne sais pas si vous entendez. Moi, c'est une chanson qui me met la chair de poule, qui me motive. Je vois la douleur et les émotions dans cet homme et c'est vraiment
c'est vraiment une chanson qui me suit depuis toute ma vie. Et puis le message est beau, quelque chose va changer. Pardon, on va revenir, on va revenir sur les questions. Bon, ce sera peut-être ce sera peut-être ton challenge à la fin de l'interview, c'est de chanter cette chanson. Si vous voulez que je chante comme Al Green, les jeunes, là, c'est impossible. Il y en a plusieurs qui posent la question. La série du confinement. La série du confinement, alors il y en a plusieurs évidemment parce qu'on passe beaucoup de temps devant Netflix malgré tout, mais j'ai eu un petit coup de cœur cette semaine pour English Game, qui est sous fond de guerre sociale dans le nord de Londres entre les aristocrates et les ouvriers lors de la création du football dans les années 1900. Et franchement, c'est une super série. On parle un peu de football, on parle beaucoup de lutte ouvrière et de lutte des classes. Et le message est très positif. D'accord. Bon, on reviendra un petit peu, mais je crois qu'il y a Charles Vigneault qui a un petit message à t'adresser. On en reviendra juste après. Le bouquin du moment. Alors, le bouquin du moment, c'est de Maud Ankoa qui est Kilomètre Zéro. Alors, c'est une évasion dans l'Himalaya, c'est une introspection personnelle à la recherche du bonheur avec des très beaux messages sur la loi de l'attraction, sur le positivisme, sur les vibrations entre les hommes. Et j'ai lu ce livre cette semaine et il y a beaucoup de notions qui m'ont parlé et j'ai retenu beaucoup de citations très intéressantes. D'accord. Et puis on va ici parler de ton idole. Alors, est-ce que tu as des idoles, des gens qui t'inspirent dans ton métier ou même dans la vie de tous les jours? Alors, dans la vie de tous les jours, j'ai la chance d'être copain avec Alex Correggia, qui est franchement un idole humain au-delà de son parcours professionnel en tant que joueur de tennis. Mais si on parle d'idole sportif, je suis complètement fan de Michael Jordan. Il y a une série Netflix qui va sortir mi-avril sur Michael Jordan. Je vous encourage à la regarder. Michael Jordan, c'est l'exemple du sportif de haut niveau et surtout celui qui a modifié la face du basket. Il a créé un nouveau basket, il a créé des mouvements que personne ne connaissait. Encore aujourd'hui, en 2020, les gens essaient d'imiter Michael Jordan. Quand on marque son sport comme lui, je crois qu'il y en a très très peu dans le monde. Dans le paddle, je crois que dans le paddle, on t'appelle aussi la patte de l'expert. Bon, je crois que j'y suis un peu pour quelque chose. Justement. Oui, ça c'est sûr. Justement, tu parlais de Michael Jordan, tu parlais de coups atypiques, de nouveautés. Est-ce que toi, tu as un coup, on peut dire ça, c'est le coup de Robin Aziza? Le coup de Robin Aziza, je dirais la petite Chiquita en revers. Alors moi je joue à droite, hein, donc lorsque la balle vient au milieu, feinter et la Chiquita en revers qui passe sur le coup droit du joueur de droite et qui va toucher la grille. Mon idée c'est qu'elle lui passe sous le nez comme ça et qu'il puisse pas la toucher. Voilà, je pense que c'est un coup que je réalise plutôt pas trop mal. Bon, non pardon, excuse-moi, tu dois voir les commentaires qui défilent, qui doivent te faire rire. Moi, je les vois pas. Oui, non, mais alors là, c'est pire que les commentaires. Là, j'ai Pauline qui est juste à côté, qui me fait des grimaces. Pauline Renvoisé, qui, rappelons-le, est la 30e joueuse française, qui espère, qui est assez mécontente, qui souhaite te faire passer un message. C'est pourquoi ne fait-elle pas partie du groupe WhatsApp? Et là, et en plus, il se met. Ah, bravo. Alors là. Pauline, il va falloir vite remettre ça. C'est pas normal, effectivement. Il y a un problème. Je dois pas avoir ton numéro en fait. Ça doit être pour ça. Ah, il a pas ton numéro, mais il le rajoute. Et voilà. Allez, on va terminer sur. On va se terminer sur deux choses. D'abord, la question coquine. Hein. La question, c'est quelle est la position du confinement? La position du confinement. Alors, lorsque je suis avec ma chérie, ce qui maintenant fait un petit moment, puisqu'on est confiné chez nous, mais on peut imaginer… Comment? Qui n'est pas Alix Colombon, on est d'accord. Hein. Non, Alix Colombon, je le répète, n'est pas ma chérie. Pour les gens qui veulent savoir, ma chérie, c'est Bertha Sarias. Vous pouvez aller sur son Instagram. Non, alors…
quand je suis avec elle, on va dire que le roulé-boulé sur le canapé à la fin de la série, franchement, il est pas dégueulasse autour de 23 heures avant d'aller se coucher, c'est pas mal. D'accord, bon, très bien, c'est entendu. Allez, maintenant, on va terminer par le fameux challenge. Alors, j'ai vu qu'il y en avait plusieurs hein, qui voulaient t'entendre chanter ta chanson. Non, honnêtement, tu sais, il pleut déjà chez nous à Barcelone. Je voudrais pas qu'il y ait l'orage, la foudre et l'ouragan en même temps. Chanter, c'est vraiment pas mon fort. Par contre, si tu le veux bien, Francky, je peux te lire un très beau texte que j'ai trouvé hier et je pense que par les temps qui courent, il peut faire du bien. Qu'est-ce que tu en penses? Eh ben, moi, je me dis que c'est